Comment lutter contre la 6e extinction de masse? La CITES prend des mesures. La Convention sur le commerce des espèces menacées d'extinction renforce la protection des animaux. Les pays membres de la CITES interdisent notamment le commerce international d'éléphants sauvages à des zoos ou des parcs de loisirs. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Gabriel Seniagbétor. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Gaëtan. Monsieur Seniagbétor, renforcer la protection des espèces animales, y a-t-il lieu aujourd'hui de craindre une 6e extinction de masse, comme on tente de nous faire croire? Oui, vous savez, de par l'histoire de la Terre et l'histoire du vivant, il y a déjà 5 grandes extinctions majeures, mais les causes de ces 5 extinctions majeures sont plus ou moins en train d'être recensées. Mais je ne dirais pas les causes, mais les effets sont en train d'être recensés, mais les causes ne sont pas uniquement que naturelles. Une grande partie de ces causes proviennent des activités de l'homme, de l'espèce humaine. Alors, quand vous parlez de causes, vous n'y voyez pas que seulement les causes naturelles. Oui, parmi les causes naturelles, vous citez quoi? Au début, quand on parlait des extinctions naturelles, c'était une augmentation du CO2 dans la nature, les effets de serre, la réduction de l'oxygène dans l'air. Vous savez, la vie dépend de ces éléments-là. Aujourd'hui, on est en train de mesurer les mêmes paramètres. La préoccupation des scientifiques, c'est le fait que ces paramètres sont en train d'être relevés, mais la vitesse avec laquelle ces paramètres sont en train d'être relevés, c'est ça qui inquiète. Parce que dans le passé, la vitesse, c'est dans l'ordre d'1 million d'années. C'est sur l'échelle unité du temps géologique. Aujourd'hui, c'est en espace de 200 ans, on voit que les causes, même 50 ans, on voit que les causes sont en train d'être augmentées, c'est-à-dire que les effets du serre, l'augmentation du CO2, la réduction de l'oxygène, l'effet de serre et même l'augmentation du niveau de la mer, tous ces éléments contribuent à donner des insignes ou bien des signaux aux scientifiques qui disent que, attention, si on ne prend pas des mesures, ça veut dire que nous allons subir les mêmes effets qui ont conduit aux extinctions de masse au cours de l'évolution du vivant sur la Terre. Alors, donc, ça veut dire que les menaces naturelles sont encore beaucoup plus préoccupantes? Oui, bon, quand on voit déjà l'augmentation de la température, déjà si vous regardez ce qui s'est passé en milieu tempéré au cours de cet été, où on a noté même jusqu'à 40, 50 degrés des canicules en Occident. Donc, ça dit qu'il y a une fourchette de température dans laquelle la vie est possible, surtout pour la vie de l'espèce humaine. Si on dépasse cette fourchette, ça dit que cette amplitude, si on dépasse cette fourchette, la vie deviendrait encore beaucoup plus difficile. Des causes naturelles, des causes anthropiques, qu'est-ce qu'on craint chez l'homme par rapport à cette menace sur les espèces protégées? Bon, déjà, ce qui est, c'est que donc les ressources naturelles, c'est-à-dire les forêts, les océans, ils n'ont plus la capacité de résorber le CO2 de la nature. Et donc, cette augmentation du CO2 de la nature va augmenter la température. Et donc, la fonte des glaciers, déjà, nous avons le phénomène de l'érosion côtière qui n'est pas seulement dû aux effets de l'homme sur nos côtes, mais également à l'augmentation du niveau de la mer. Donc, il y a un certain nombre d'éléments. Il y a déjà la sécheresse qui avance. Vous voyez tout ce qui se passe dans le Sahel. Ce n'est pas seulement des conflits communautaires. Hein. C'est des conflits qui sont liés aussi à la disponibilité des ressources, telles que l'herbe pour nourrir les bétails ou la disponibilité de l'eau. Donc, ces conflits, c'est certain que ces conflits vont augmenter parce que les ressources dont nous disposons continuent pas à s'amenuiser, c'est tout. Monsieur Seniagbétor, 36 000 espèces sauvages sont régies par la CITES. Lesquelles sont véritablement menacées d'extinction? Il y a plusieurs espèces
qui sont concernés. 36 000, c'est déjà beaucoup. Si on peut faire un effort pour réduire ce nombre, ce serait bien. Mais chaque année qui passe, moi-même, je participe à la rédaction des rapports pour l'inscription de nouvelles espèces sur la liste CITES. Le problème fondamental, c'est surtout la première cause de l'extinction des espèces, c'est la réduction des habitats. Les animaux, même si on dit qu'ils ont une capacité d'adaptation, s'ils n'ont pas suffisamment d'habitat pour leur permettre de s'adapter aux conditions nouvelles qui leur sont imposées par la nature, ils vont finir par s'éteindre. Le premier facteur, c'est les habitats qui sont détruits. Et le deuxième facteur, puisque nous parlons de la CITES, c'est l'exploitation. C'est vrai que l'espèce animale ou la ressource n'a de valeur que lorsqu'elle est exploitée. Mais nous devons mettre en place un certain nombre de mécanismes pour permettre à ce que les populations d'espèces, même en état d'être exploitées, continuent par se renouveler. C'est ce mécanisme qu'on n'arrive pas à mettre en place. Et c'est ça qui préoccupe davantage. Parce que aujourd'hui, on parle des éléphants, qui sont les espèces les plus menacées, des lions, de la panthère, puisque si nous voyons déjà la courbe de l'évolution des populations d'éléphants d'Afrique, c'est inquiétant. Aujourd'hui, il est dit qu'on a environ 400 000 individus d'éléphants, alors que originellement, il y a des rapports qui disaient qu'il y avait en Afrique jusqu'à 20 millions d'éléphants en Afrique. Il y a à peu près une vingtaine d'années, on comptait entre 3 millions et 5 millions d'individus d'éléphants. Aujourd'hui, on est à 400 000. Demain, qu'en serait-il? Si vous prenez par exemple les populations des lions, on est aujourd'hui à peu près à 30 000 individus. C'est pareil pour beaucoup d'espèces. Voilà les grandes espèces. Mais aussi, il y a aussi de tout petites espèces comme des amphibiens, des reptiles, des petits mammifères, des oiseaux qui sont aussi exploités. Oui, qui sont aussi exploités et dont on ne fait pas beaucoup de focus sur ces espèces-là. Alors, ce mois d'août 2019, s'est tenue la conférence, la CITES à Genève, en Suisse. Et fait majeur, c'est que 10 pays africains, dont le Zimbabwe, ont laissé entendre qu'ils pourraient quitter la CITES après le refus de la Convention d'alléger les restrictions sur le commerce des éléphants et de l'ivoire. Comment expliquer ces désaccords? En fait, s'il faut voir le problème dans sa globalité, c'est vrai qu'il y a les éléphants si vous prenez par exemple l'Afrique de l'Ouest, les populations d'éléphants d'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment très, très menacé. Je dirais qu'en Afrique de l'Ouest... Plus menacé qu'en Afrique centrale et australe. Exactement. Les populations d'éléphants en Afrique de l'Ouest, c'est très, très menacé. S'il faut vraiment limiter l'exploitation des spécimens d'éléphants, ça doit concerner principalement l'Afrique de l'Ouest. Les pays de l'Afrique australe et autres, ils avaient une culture touristique ancienne qui fait que culture touristique, mais également de conservation, qui fait qu'ils avaient des aires protégées, ils ont des aires protégées, ils avaient et ils continuent pas à avoir des aires protégées plus ou moins viables, c'est-à-dire écologiquement. Il y a des études qui ont montré une augmentation des populations d'éléphants au Botswana, au Zimbabwe. Vous savez, les éléphants, c'est des espèces qui ont besoin de beaucoup d'espace en termes d'habitat, de déplacement, de nourriture. Ils ont des exigences écologiques beaucoup plus importantes. Donc, si la population, si ces pays, je ne défends pas le Zimbabwe, mais si le Zimbabwe et le Botswana jugent qu'ils ont, pour moi, pour ma conception, ils ont suffisamment de population et qui est justifié scientifiquement que ces populations sont à un niveau d'exploitation, moi je dis, en tant que scientifique, si par exemple on a des individus d'une population dont la taille de la population dépasse l'aire de distribution, par exemple le parc, si on ne prélève pas, il va avoir ce qu'on appelle l'effet de masse. L'effet de masse, ça veut dire quoi? L'effet de masse, c'est quand
en écologie, quand la population d'une espèce devient plus importante, au lieu que la taille de la population devient bénéfique à l'individu, ça devient négatif, néfaste à l'individu. Si le Zimbabwe et le Botswana jugent suffisamment avec des preuves scientifiques qu'ils ont des populations d'éléphants à exploiter et que c'est justifié sur le plan scientifique, moi je peux donner mon accord. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que les préoccupations actuelles doivent être maintenues pour que les populations soient préservées dans l'ensemble de leur aire de distribution. Si on parle des 400 000 individus d'éléphants aujourd'hui, je pense que même à 80%, c'est en Afrique australe qu'on trouve ces populations. En Afrique de l'Ouest, il n'y a pratiquement plus d'éléphants. Monsieur Séniac Beto, les éléphants sont tués par milliers sur le continent pour leur ivoire. Je vous invite à suivre ce reportage. 105 tonnes d'ivoire partent en fumée à Nairobi au mois d'avril dernier. La plus grande crémation d'ivoire de l'histoire. Le Kenya, en brûlant 5% du stock mondial de l'or blanc, a lancé un message fort aux braconniers. Perdre nos éléphants, ce serait perdre une partie essentielle de l'héritage qui nous a été confié. Tout simplement, nous ne permettrons pas que ça arrive. Nous ne serons pas les Africains qui sont restés sans rien faire devant la disparition des éléphants. Face à une recrudescence des massacres d'éléphants et de rhinocéros, les différents pays africains s'équipent. Des patrouilles canines, des formations militaires pour les rangers des parcs ou encore des équipements high-tech, drones, caméras thermiques, armes automatiques. La lutte contre le braconnage ressemble de plus en plus à une guerre que les pays africains ne pourront pas gagner seuls. Si le monde veut continuer à avoir des espèces comme les rhinocéros et les éléphants en liberté, alors il faut que tout le monde apporte son aide. Ce serait injuste de laisser ce problème aux pays africains et d'espérer que les pays africains gèrent ce problème. C'est une problématique internationale. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la population des éléphants d'Afrique vient de connaître sa chute la plus importante depuis 25 ans. Le continent compte 415 000 éléphants, soit 111 000 de moins qu'il y a 10 ans. Mais les éléphants ne sont pas les seuls menacés. Plus de 5 000 rhinocéros ont été tués pour leurs cornes ces 8 dernières années. Les pangolins sont aujourd'hui en voie d'extinction. En 10 ans, plus d'1 million ont été massacrés pour leur chair. La Conférence mondiale de protection de la faune en octobre dernier a pris plusieurs mesures drastiques pour enrayer le braconnage. Il faut que nous gardions ces problématiques en première place des agendas des gouvernements. Nous devons garder l'attention forte du public. Nous devons aussi réduire la demande sur le marché pour atteindre les consommateurs qui achètent ces espèces. Le trafic illégal d'espèces animales représente 20 milliards de dollars par an, ce qui en fait le 4e commerce illégal sur la planète après les armes, la contrefaçon et les êtres humains. Mais si certains pays africains ont fait de la lutte contre le braconnage leur priorité, d'autres ont d'autres problèmes à gérer, guerre, pauvreté ou faim. Gabriel Séniac Beto, la lutte contre le braconnage des éléphants sur le continent, une guerre que les pays africains ne pourraient pas gagner seuls. Alors, vous avez vu ces images brûler des tonnes d'ivoire, la preuve d'une volonté politique de protéger ces pachydermes. Oui, je voudrais un peu revenir sur ce que je disais. Le problème fondamental de l'Afrique, c'est que on n'arrive pas à mettre en place des mécanismes solides pour gérer les ressources. Je dis mécanisme solide, c'est quand je disais que quand la population d'espèces augmente, il y a l'effet de masse qui se produit. Si réellement il y a l'effet de masse et que les pays jugent que les ressources peuvent avoir de la valeur, pourquoi ne pas mettre en place des mécanismes solides pour que la ressource puisse bénéficier à la population qui a contribué à sa protection? Alors, ces mécanismes solides, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à contrôler, par exemple, la chasse, ou même si éventuellement il faut mettre l'ivoire en valeur, on n'arrive pas à contrôler. Et donc, il y a les contrebandes, le trafic illicite, ça devient déjà, ça n'est plus des simples gestionnaires des parcs qui peuvent s'occuper, mais ça devient des questions militaires. Et donc, le problème fondamental, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à sécuriser la ressource, à sécuriser les ressources. Parce qu'il y a des individus qui veulent en profiter plus. Et c'est pour décourager ces individus qui veulent en profiter plus qu'on met en place
en Afrique australe, par exemple, tous ces moyens militaires pour protéger les éléphants. Mais en réalité, si on veut protéger les éléphants avec les moyens militaires, la meilleure façon que la ressource puisse être profitable, c'est d'organiser d'autres formes, c'est-à-dire que le tourisme autour des aires protégées. Mais quand il y a des militaires et des braconniers, c'est difficile d'envoyer des touristes dans une zone où les armes circulent. Alors, est-ce que le développement des projets touristiques pourrait contribuer à sauver ces animaux, comme vous le dites? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Quand je parle de tourisme, il y a le tourisme de vision, mais également il y a le tourisme en tant que l'organisation de la chasse qui devient alors les trophées. Est-ce que vous voyez? Donc, par exemple, j'ai lu sur Internet, par exemple, dans certains pays, le simple individu de la panthère peut coûter jusqu'à 12 000 $. Si éventuellement il y a une population où on peut avoir des touristes qui sont capables de payer jusqu'à 12 000 $ pour un seul individu d'animal, vous voyez combien ça peut être utile de protéger la ressource. Et que les ressources générées, c'est-à-dire que de protéger les animaux et que les ressources générées contribuent au développement des communautés locales. C'est parce que les gens veulent en profiter autrement que le problème réel se pose. Aujourd'hui, même au Togo, il y a des trafics d'éléphants qui sont notés. Et parfois, même les ivoires qui sont transités par le Togo ne proviennent pas des populations d'éléphants du Togo, même parfois de l'Afrique australe et de l'Afrique centrale. Donc, c'est toute la difficulté. Donc, il y a des réseaux internationaux, que je dirais éventuellement des réseaux criminels, qui veulent en profiter de la ressource au détriment des pays et au détriment des communautés qui sont censées protéger ces ressources-là. Normalement, si on organise des espaces gérés par l'État et les communautés et que les éléphants atteignent des populations, ou même on peut demander à abattre un certain nombre d'individus pour générer de la ressource, ce serait très bien. Mais c'est parce qu'on n'arrive pas à organiser cette gestion que le problème de la conservation se pose. C'est parce que les gens veulent en profiter plus. Justement, est-ce que au niveau de la CITES, en refusant l'allègement de ces restrictions, est-ce que ce n'est pas pour éviter ces abus? Exactement, c'est pour éviter ces abus que la CITES devient beaucoup plus restrictive. C'est-à-dire que si on ne met pas en place ces mécanismes de la CITES, la vitesse de l'exploitation va exploser et puis, bon, la ressource va disparaître. Gabriel Seniagbeto, nous allons marquer une toute petite pause le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.